plaisir de vous retrouver sur Évasion Guinée. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les titres. Qui est le nouveau ministre de l'énergie et de l'hydraulique? Quel a été son parcours dans cette édition? Vous suivrez le portrait de Cheikh Talibou Sylla qui a pris les rênes de ce ministère depuis le mardi 21 octobre. Une nouvelle disposition vient d'être prise dans la lutte contre l'épidémie à virus Ebola. Il s'agit de la mise en place des centres de prise en charge des malades d'Ebola dans certaines préfectures de la Guinée. Dans les titres de ce soir également, vous verrez les images des dépotoirs d'ordures dans un quartier résidentiel de Conakry, un dépotoir à ciel ouvert qui commence à prendre une certaine ampleur. Quelques jours seulement après la nomination d'Ibrahima Kassori Fofana au poste de ministre d'État à la présidence chargée des questions d'investissement et des partenaires publics privés, des critiques sur le passé du leader du GPT fusent de partout. Le vice-président du parti refute en bloc toutes les accusations. Il a fait savoir dans l'émission Semaine pour Domfaligi, la vous qui suivez. Quelqu'un qui a laissé l'endettement qui était à 123 milliards, l'endettement du trésor public face à la Banque centrale à 123 milliards, alors que le niveau qui était autorisé à l'époque c'était 145 milliards, et quelques années après, de 123 milliards, on s'est retrouvé d'abord à 278 milliards, de 278 milliards à moins de un an, on est arrivé vers les environs de 500 et quelques milliards, et après on est rentré dans la zone des 1000 milliards, 2000 milliards, jusqu'au point où à des moments ici on a atteint jusqu'à plus de 10 000 milliards d'endettement. Parce que simplement l'homme refusait catégoriquement d'utiliser l'argent de la Banque centrale qui n'était pas déposé au compte du trésor public. Parce que ça a perdu totalement les données dans la structure de production. Alors, l'homme quitte avec un endettement et il laisse les réserves en devises qui étaient plus de 120 millions de dollars. Le financement extérieur, on avait dans le portefeuille plus de 300 millions de dollars. L'homme s'en va, on trouve qu'il faut coller à ce dernier, qu'il est parti avec l'argent de la Guinée. Quelque temps après, on a fabriqué des riches en Guinée à son absence parce qu'il refusait de faire passer des marchés gré à gré qui étaient là avec des tarifs prohibitifs au dos de l'État. Tout cela, on ne le met pas à son crédit. On pense qu'il a fait des soustractions frauduleuses. Ça, c'est totalement faux. C'est parce que le monsieur trouve que ce n'est pas la peine de porter plainte contre toute personne qui le dit. Mais les résultats de l'audit sont là. Le président Kassouri, il est arrivé des États-Unis. Il a fait ici une conférence avant la mort du général Lansana. Il dit, pendant que le général Lansana est là, je veux que tout Guinéen qui a un document dans lequel j'ai été associé à des malversations ou à des soustractions frauduleuses des biens ou de l'argent public, l'étale à la place publique. Il n'y en a pas eu. Plus jamais de véhicules sans plaque d'immatriculation dans la circulation, ni de rouler sur la moto sans casque ou de pratiquer le sens interdit de la circulation pour appliquer ces réglementations. À partir de lundi 27 octobre, une réunion a regroupé ce jeudi les responsables des secteurs concernés à la direction générale de la police. Benoumar Sylla nous en dit plus. La réunion a regroupé autour du directeur central de la sécurité routière, les directeurs de la gendarmerie routière, des transports terrestres, de la surveillance douanière, les représentants des transitaires, des importateurs de véhicules, de l'armée de l'air, des terres et les commissaires spéciaux de la routière. Ces partenaires se sont réunis pour une synergie d'action pouvant leur permettre d'appliquer les instructions de la haute autorité afférant aux véhicules sans plaque d'immatriculation, circuler à sens interdit et le non-port des casques. Chaque partie a exposé ses problèmes et les décisions consensuelles ont été prises pour aller en guerre contre ces pratiques de violation de la réglementation de la circulation. Un véhicule immobilisé sera dans les différentes fourrières de la capitale. Ton véhicule sera une à 2 semaines et suivi d'une amende allant de 40 à 100 000 francs. Je donne des instructions aux policiers. Si c'est un camion militaire qui est en sens interdit, qui ne respecte pas la formation, on communique le numéro, on fait remonter ça à l'état-major pour que l'intéressé puisse être interpellé. Les motards, c'est la même sanction, le non-port de casque. Et pour le pilote de la moto, et pour les passagers, si on te prend, on immobilise ta moto et ça sera assorti d'une amende. Il ne faut jamais piloter une moto sans casque, et pour le pilote, le conducteur de la moto, et pour les passagers.
Le constat révèle que les hommes en uniforme chargés d'appliquer la loi sont les premiers à violer les principes de la circulation. Ils circulent sur des motos sans casque et pratiquent toujours le sens inverse de la circulation dans des véhicules non immatriculés. Si c'est le port de casque, c'est les hommes en tenue. La police, la gendarmerie, l'armée. Le sens interdit, c'est encore les hommes en tenue. Les doubles fils, les sirènes, c'est les hommes en tenue. Les véhicules non immatriculés, c'est les hommes en tenue. Tout ça là, ce n'est pas du tout une bonne renommée pour les porteurs de l'uniforme. Le principe veut que nous, agents en uniforme, que nous soyons les plus respectueux des lois et règlements dans le pays. Alors, à partir effectivement de ce micro, nous invitons encore tous les collègues en tenue qui se trouvent dans la circulation, que ce soit en zone urbaine ou interurbaine, de respecter les principes édictés par les règles du code de la route. Les importateurs des véhicules et la Direction nationale des transports terrestres ont également évoqué leurs difficultés, notamment l'immixtion des hauts cadres de l'État dans leurs affaires. L'importation n'est pas du tout réglementée en Guinée, parce que tout le monde veut importer les véhicules. Vous trouverez des ministres, les généraux, les colonels, les femmes des ministres, tout le monde fait l'importation. Si c'est contrôlé, wallahi, un ministre ou un colonel ou un général ne peut pas s'arrêter au port. Si c'est pour un véhicule, là on peut comprendre. Mais des dizaines qui travaillent pour l'État, là tout le monde sait que c'est des vols. Et c'est des vols flagrants. Nous avons invité les importateurs à se procurer des numéros de démonstration et d'essai et des numéros WW qui leur permettent de prendre les véhicules à partir du port et de les envoyer au lieu d'immatriculation. Pour qu'aucun véhicule, quel qu'il soit, ne circule sur la voie publique sans être immatriculé. Ce combat qui sera engagé le lundi prochain ne sera-t-il pas un feu de paille comme ça a été toujours le cas en Guinée? La question reste pour l'heure posée. Toutes nos excuses pour cette interruption indépendante de notre volonté à prison, la lutte contre Ebola. Le chef de l'État en fait son cheval de bataille dans cette démarche. Alpha Condé veut aller vite et bien résoudre le problème au présent, mais également au futur. C'est la raison pour laquelle, devant le corps médical à la retraite, il a demandé 4 choses à la communauté internationale. Suivez. Qu'est-ce que nous avons demandé à la communication, à la communauté internationale, tous qui nous accompagnent? 4 choses. La chose la plus urgente, la plus immédiate, c'est l'action tout de suite sur le terrain pour mettre fin à l'Ebola. Ça, c'est l'action la plus urgente et la plus immédiate. La deuxième, c'est comment faire pour que demain, s'il y a une autre épidémie, nous soyons capables nous-mêmes de détecter et de soigner. C'est-à-dire, c'est le renforcement de notre système hospitalier. Ça, c'est à court, moyen et long terme. La troisième, c'est les conséquences de l'Ebola sur notre économie. Les hôtels sont vides, beaucoup d'investisseurs ne viennent pas. Donc, il faut qu'on ait une aide budgétaire conséquente pour compenser le manque à gagner. Le quatrième, c'est la communication. La façon dont on communique dans l'ensemble est très mauvaise. Cette communication crée la panique. Comment on peut dire que la France, il y a 20% de possibilités d'avoir l'Ebola? C'est un peu vrai que le Guinée. Mais ça, c'est l'organisation internationale qui dit cela. C'est quelle base? Au moment où les Américains sont en train de prendre des dispositions pour mettre 17 centres c'est-à-dire la possibilité d'avoir 1700 lits, comment on peut dire que le nombre va être multiplié par 2? C'est-à-dire au moment où on n'avait pas de possibilité de nous soigner, maintenant on a la possibilité de nous soigner, on dit que le nombre de malades va se multiplier par 2. Une communication comme ça est basée sur quoi? Il faut aussi que la communication en soit responsable. Parlant toujours d'Ebola, des enquêtes avaient montré qu'Ebola ou un virus apparenté circule dans le pays depuis les années 80. La révélation a été faite par l'ancien ministre Edouard Nyankoelama. C'était lors de la rencontre de Sékou Touréa entre le chef de l'État et un corps enseignant à la retraite Ibrahima Souriari Yansane. Depuis 1990, on sait que ce virus ou un virus apparenté circule en Guinée et c'est bien documenté, donc il fallait s'attendre
un jour à ce qu'il y ait des malades d'Ebola. La nouvelle a fait frémir tout le monde à Sékou Touréa. Edouard Niako Ilama l'a annoncé devant le chef de l'État et le corps médical à la retraite. C'était donc à la surprise générale de tous. C'est pourquoi la réaction d'Alpha Condé ne s'est pas fait attendre. Moi, c'est la première fois que j'apprends, en tant que ministre de la Santé, vous avez dû mettre cette étude à la vision de tout le monde et dire au gouvernement, attention, voilà ce que nous devons faire. Mais moi, c'est la première fois que j'entends aujourd'hui, alors que vous avez été mon ministre de la Santé, d'abord médecin, vous êtes ministre des Affaires étrangères, mais que vous étiez membre du gouvernement. En tant que ministre des Affaires étrangères, vous pouvez dire au ministre de la Santé, attention, il y a tel problème. Ensuite, vous êtes ministre de la Santé vous-même. Donc, vous avez pu mettre cette publication à jour, mettre à la vision de tout le monde, demander au gouvernement, qu'est-ce qu'on va faire quand il va y avoir l'Ebola? Alors là, je me pose la question. Pourquoi vous êtes tu en tant que ministre de la Santé? Le ministre Niako Ilama se défend. Il aurait bel et bien informé le ministre d'alors. J'ai informé le ministre d'alors. Je pense bien que c'était le ministre Feu Kandjoura. Alors quand on a dit Ebola, les gens ont pensé que Ebola était réservé à l'Afrique centrale. De telle sorte, le problème est resté comme ça. L'information est réelle. Selon les sources, l'enquête avait été menée à Kindia en 1987 après un premier cas d'Ebola à Madinaoula en 1982. Le seul paradoxe serait pour les participants à cette rencontre, Edouard Niako Ilama a été lui-même ministre de la Santé dans le gouvernement d'Alpha Condé, mais il n'a pu réagir en son temps. Bientôt, de nouveaux centres de prise en charge des malades d'Ebola dans des préfectures de la Guinée. Cette disposition fait partie du plan de prise en charge accéléré sur 90 jours, initié par les autorités sanitaires avec l'appui des partenaires. Elle a été annoncée hier mardi lors de la journée parlementaire de lutte contre Ebola, une journée qui a permis à certains partenaires de faire une plaidoyer pour le respect des articles de l'urgence sanitaire décrétés par le président de la République, Maniang Condé. Depuis sa déclaration le 14 août dernier, le respect de l'urgence sanitaire contre l'épidémie d'Ebola en Guinée laisse à désirer. Partout, ce sont des cérémonies de mariage, des baptêmes ou encore des activités culturelles qui se tiennent sous le regard impuissant des autorités. D'un autre côté, ce mouvement de l'avis de certains a constitué une chaîne de propagation de l'épidémie, notamment dans les préfectures de Sigiring, de Farana et de Daboula, tout en demandant donc le respect des mesures de l'urgence sanitaire. Le représentant de l'OMS plaide pour la levée de certaines interdictions. Le chef de l'État a pris un décret instituant l'état d'urgence sanitaire en République de Guinée. Nous voulons que tous ces articles soient effectivement appliqués. Nous voulons en particulier que l'interdiction aux personnes faisant partie des contacts de se déplacer hors de leur zone de résidence, l'interdiction des transferts des corps des personnes décédées d'une localité à l'autre, le refus de quelque manière que ce soit à la détection des cas, au traitement des cas, à l'isolement des suspects ou à l'examen d'un malade, soit levé. Toutefois, un plan de prise en charge accéléré pendant 90 jours est mis sur place par les autorités sanitaires avec les partenaires. Ce plan prévoit 30 jours pour la mise sur pied des dispositifs sanitaires et 60 jours d'activité intense pour combattre l'épidémie. Nous voulons désormais que tous les Guinéens soient traités dans des centres le plus proches possible de son domicile. Parallèlement, nous avons engagé la formation des Guinéens, de jeunes médecins et infirmiers et hygiénistes, pour que dès après la construction, que nous puissions occuper et faire le démarrage. Et j'ai l'agréable plaisir de vous annoncer que le 27 de ce mois, le premier centre de Forikaria va être lancé. Ebola n'est plus un simple problème de santé publique, mais une question de survie, affirment les partenaires de la Guinée. C'est pourquoi ils invitent la population à collaborer avec les agents de santé afin de rompre la chaîne de contamination.
À présent, après un retard pour la remise des 10 000 $ à chaque famille des agents sanitaires morts d'Ebola, ce jeudi, la coordination nationale de riposte à Ebola a procédé à la remise de cette somme que le président Alpha Condé avait promis aux familles des médecins victimes de ce virus qui sévit depuis mars en Guinée, une remise qui s'est déroulée sous fond de joie et de tristesse. Lansana Traoré. 10 000 $ américains pour chaque famille des agents sanitaires victimes d'Ebola. Un fonds issu des 500 000 $ de la convention entre la Guinée et la Banque mondiale pour assister les familles endeuillées. Une remise qui s'est effectuée dans une atmosphère pleine d'émotions. Bon, c'est avec le cœur très serré que nous avons procédé à la remise de cette enveloppe. Cette enveloppe va certainement aider les familles de nos collègues disparus, tombés sur le champ de bataille. Mais nous garderons toujours la tristesse de les avoir perdus, parce qu'ils ont perdu leur vie en essayant de sauver d'autres. Au cours de cette cérémonie, le fils de Dr Barry, directeur général adjoint de l'hôpital régional de Zérékoré, mort à Womé, a exprimé toute sa satisfaction et demande que justice soit faite. Bon, c'est un sentiment de soulagement. Bon, oui, je suis là, je ne peux que les remercier de leur aide, d'avoir pensé à nous, à ma famille, et en plus aux familles des victimes pleurées. Et en plus, je les demande que justice soit faite et que les coupables soient punis à la hauteur de leur forfaiture. Les époux et les épouses des agents sanitaires morts d'Ebola, quant à eux, ont exprimé leur amertume. L'État a fait ce qu'il peut, mais nous restons toujours dans l'émotion, parce que perdre une personne qui vous est chère, ça vous pose assez de problèmes. Cette dame a laissé des enfants. Et nous avons aussi des collègues qui ont perdu leur vie et qui ont laissé des enfants très jeunes. Et on se pose maintenant la question, comment les enfants là vont vivre? Je suis contente de recevoir ce chèque. Mais quand je pense un peu, ça me trouble à l'esprit. Si j'avais le choix, j'aurais préféré être avec mon mari. Mais comme le destin est inévitable, donc je remercie le bon Dieu et je prie pour que l'âme de mon mari repose en paix, ainsi que l'âme de toutes les personnes qui sont décédées. Cette assistance de l'État aux familles des agents sanitaires qui se battent à leur risque et péril pour sauver d'autres vies est la preuve qu'ils ne sont pas oubliés. Autre registre de l'actualité, mardi dernier, une autre figure est rentrée dans le gouvernement de Mohamed Saïd Fofana. Il s'agit de Cheikh Talibi Silla, directeur du projet de Kaleta, qui vient à la tête du ministère de l'énergie et de l'hydraulique. Il remplace à ce poste Idrissa Thiam, qui n'a fait que 10 mois, qui est Cheikh Talibi Silla, qui doit désormais relever le défi d'eau et d'électricité en Guinée. Son portrait avec Ben Marsila. Originaire de Kindia, à 135 km de Conakry, Cheikh Talibi Silla est ingénieur hydrotechnicien de profession. Après ses études à l'Institut hydrotechnique de Moscou, sanctionné par un doctorat d'État, Talibi rentre en Guinée en 1991 pour être agent de maîtrise à la SEG, Société d'exploitation des eaux de Guinée. Il a grimpé tous les échelons de la SEG jusqu'à devenir en 2005 directeur général, poste qu'il occupera jusqu'en 2010 avant d'être à Dakar comme haut fonctionnaire chargé de l'administration générale et les moyens généraux de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Le premier gouvernement de la Troisième République a initié en 2012 la construction d'un barrage hydroélectrique appelé projet Kaleta, devant fournir 240 MW d'électricité à la Guinée et à certains pays de l'espace Mano. L'ingénieur Cheikh Talibi Silla sera donc appelé par les autorités guinéennes pour gérer ce projet comme directeur général, dont les travaux sont aujourd'hui avancés à 90%. Une avancée qui lui a permis d'être nommé le 21 octobre dernier ministre de l'énergie et de l'hydraulique. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi, mais je mesure l'immensité du travail qui m'attend, compte tenu du fait que je connais très bien le département, pour avoir déjà travaillé au niveau dans ce département-là près de maintenant 22 ans.
Donc c'est quelque chose que je connais, tous les collaborateurs qui sont là, je les connais tous très très bien. Et je pense qu'avec eux, en se donnant la main dans la loyauté, dans le travail bien accompli, nous réussirons à relever ce défi et faire de la Guinée une Guinée électrifiée, faire de la Guinée une Guinée où il y a de l'eau potable dans toutes les villes de Guinée, dans toutes les zones rurales de Guinée. Le maître d'œuvre devenu maître d'ouvrage rassure la population du respect de la date du 31 mai 2015 pour la fourniture des premiers 80 MW du courant de Kaleta à la ville de Conakry. Ce délai-là. Et je ne suis pas loin du projet d'aménagement hydroélectrique de Kaleta. Je serai toujours là pour pouvoir veiller sur le calendrier, veiller sur l'exécution des travaux. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de souci à se faire. Ces travaux seront bel et bien livrés d'ici fin août 2015. Le nouveau ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique doit faire alors face aux défis d'électricité et d'eau potable auxquels la Guinée est confrontée depuis des décennies. À présent, Nongo, un quartier résidentiel croupit depuis plusieurs années dans une atmosphère polluée. À l'origine, l'existence d'un dépotoir d'ordures dans le secteur Morikantea, une situation qui se répercute sur toutes les activités entreprises. Andrea Golamou pour plus de précisions. Cela fait des années que les habitants du secteur Morikantea dans le quartier Nongo ne respirent plus de l'air pur. Raison invoquée, les tas d'ordures qui jonchent les artères, pire, les saletés de toutes sortes dégagent une odeur nauséabonde. Aussi, les mouches cohabitent avec le voisinage. Les riverains ne cachent pas leur colère. Ils pointent un doigt accusateur sur une PME de la localité. Les PME de Tantifintin qui est là, on les a dit, parce qu'on a fait tout au niveau du quartier, ils n'ont rien fait pour nous aider. Chaque fois qu'on les parle, on dit que ouais, c'est Tantifintin qui est chargé ici. Ils ont déposé les papiers là-bas, qu'ils sont en train de faire les démarches, mais chaque fois on ne voit pas des résultats. Quand on empêche, on bloque les charretiers ici. Tantifintin, elles viennent nous promettre ici que dans quelques jours, ils vont venir dégager ça, les ordures là ici, mais on ne les voit plus. Quand ils quittent, on ne les voit plus. Chaque fois, les ordures ils continuent de jeter les ordures ici. Ce dépotoir d'ordures pour l'heure aurait des conséquences négatives sur la santé des habitants de Morikantea. Nos petits frères sont malades, nous avons trop accepté des médicaments, on ne ramasse pas les ordures là ici. Quand on s'oppose contre ça encore, c'est les mêmes personnalités qui vont nous dire de rentrer à la maison. Ils ne sont pas des efforts pour nous. Malgré l'épidémie d'Ebola qui sévit dans le pays, ce quartier n'a bénéficié d'aucune campagne d'assainissement de la part des autorités de Conakry. Actuellement, on parle d'Ebola, et nous sommes dans la saleté ici. Même nos kiosques qui sont à côté, nous avons perdu nos clients là-bas parce que les clients ne peuvent pas venir manger, il y a les mousses à côté. Quand vous êtes en train de manger, les mousses tombent dans votre repas. Si c'est le matin, les mousses vous fatiguent. Avec l'assainissement là, peut-être c'est vers de l'autre côté. En tout cas, chez nous ici, ça fait des années, les ordures là sont là. Et même la semaine passée, on détenait les charrettes à la maison là-bas. On nous a promis que dans une semaine, ils vont venir ramasser les ordures là ici. Inquiets pour leur santé, les habitants du secteur Morikantea lancent un appel à l'endroit des autorités. Reste à savoir si cet appel tombera dans de bonnes oreilles. Au Burkina Faso, l'opposition continue de dénoncer la tenue d'un référendum sur la Constitution. Des manifestations contre le président Blaise Compaoré ont éclaté à Ouagadougou, la capitale. Suivez. Un 5e mandat pour Blaise Compaoré, le gouvernement burkinabé dit oui. Après plusieurs mois de suspense, il a ouvert la voie mardi à une possible révision constitutionnelle. Le Conseil extraordinaire des ministres a adopté un projet de loi portant révision de la Constitution qui sera soumis à l'Assemblée nationale en vue de la convocation du référendum. Une décision qui fait bondir l'opposition qui lutte de longue date contre cette modification de la Constitution. Elle a appelé à une manifestation mardi prochain dans la lignée des mobilisations qu'elle a organisées ces derniers mois. L'opposition politique ici réitère encore une fois son refus de la tenue du référendum, qui n'est ni obligatoire, ni opportune et surtout qui est budgétivore et, plus grave, facteur de division de la société burkinabé. Modifier l'article 37 de la Constitution, c'est aujourd'hui
consacrer M. Blaise Compaoré comme roi du Burkina Faso. Donc, nous tirons la conséquence qui est que le peuple du Burkina Faso est obligé de rentrer dans la désobéissance civile. Une centaine de partisans de l'opposition a d'ailleurs manifesté à Ouagadougou dans la nuit de mardi à mercredi. Au pouvoir depuis 27 ans, le président Compaoré veut se présenter l'an prochain pour un 5e mandat. La constitution actuelle, qui le limite à 2 quinquennats, l'interdit. Une interdiction qui pourrait sauter en cas de référendum. C'est l'objectif du projet de loi déposé mardi. Blaise Compaoré avait déjà modifié la constitution il y a 10 ans pour se maintenir au pouvoir. Hors du continent, à présent, l'enquête sur la mort des moines de Tibérine au centre des préoccupations du gouvernement français. Après avoir donné son feu vert pour la venue sur son territoire, Alger a refusé à la dernière minute que le juge Marc Trévenick reparte en France avec des prélèvements qu'il a effectués. Les familles des moines dénoncent une confiscation des preuves. C'est un reportage de nos confrères de Français. 18 ans que le mystère demeure. Comment sont morts les moines de Tibérine? Le juge Trévenick et ses experts ont eu accès enfin au site du monastère. 3 jours de rang, ils ont déterré les têtes des 7 moines pour les remettre en terre, soigneusement le soir venu. 3 jours de travail et de prélèvements fructueux. Mais voilà, le juge Trévenick, que l'on voit ici à son retour d'Algérie, s'est vu interdire à la dernière minute par les autorités algériennes le rapatriement en France de ces prélèvements. Aux grandes dames, évidemment, des familles des moines. Les autorités algériennes sont incapables de montrer le texte qui justifierait ce propos. Donc c'est vraiment de la poudre aux yeux, ça ne tient pas un instant. La vérité est sans doute ailleurs. C'est la gêne, peut-être, occasionnée par ces prélèvements. Les autorités algériennes s'arc-boutent sur leur version, la décapitation des 7 moines par les islamistes du GIA le 21 mai 1996, 2 mois après leur enlèvement. Une version contestée à maintes reprises depuis par différents témoignages qui évoquent une implication de l'armée algérienne. Or, les premières constatations des experts français semblaient remettre en cause la version officielle. Une de leurs hypothèses, la décapitation serait intervenue après la mort des moines. Mais impossible de le certifier sans ces fameux prélèvements. On attend des éléments. Quand il y en a pas, on se demande pourquoi ils sont gênants, qui gêne cette vérité, qu'est-ce qu'elle gêne pour qu'elle soit si difficile à cacher. Nous, on se montre là, c'est difficile pour moi, vous imaginez, d'être dans cette caméra, de me montrer. Donc j'aimerais que les personnes qui sont responsables, qu'elles soient individuelles ou collectives, puissent parler. Les moines de Tibérine ou la quête d'une impossible vérité. Les familles en appellent à l'intervention de François Hollande pour que les Algériens laissent sortir les prélèvements. En Russie, à présent, l'enquête se poursuit après le crash de l'avion du patron de Total, Christophe Marjorie. Le conducteur du chasse-neige était bien ivre au moment de l'accident. Il a été placé en garde à vue. Suivez. La défense de Vladimir Martinienko a volé en éclats ce matin. Le chauffeur du chasse-neige avait 0,6 g d'alcool dans le sang. On ne peut pas dire qu'il était ivre mort, mais cela prouve qu'il a menti. La Cour le place en détention provisoire jusqu'au 21 décembre. Au même moment, au laboratoire du comité aéronautique, l'examen des boîtes noires se poursuit. Elles sont en parfait état de conservation et leur décryptage par les experts a commencé. Alors, un de nos ingénieurs avait déjà participé au déchargement des enregistreurs de conversation et enregistreurs de paramètres. Et aujourd'hui, je vais juste donner un coup de main pour l'enregistreur de conversation et comparer également les paramètres qui ont été décryptés à ce que nous, on a vu sur le terrain. Quels ont été les derniers mots échangés à 23h57? Qui a donné au pilote l'autorisation de s'élancer? Les regards se tournent vers la tour de contrôle de Vnukovo. 2 contrôleurs aériens ont été interpellés cette nuit. Parmi eux, la stagiaire dont la présence est avérée. Interpellés aussi les responsables du déneigement. Quant aux principaux directeurs de l'aéroport, ils ont annoncé leur démission. À cause des travaux qui sont permanents à Vnukovo, les schémas de circulation changent tout le temps. Il aurait fallu renforcer l'attention des contrôleurs, et cela n'a pas été fait. D'autres inculpations vont suivre dans la journée et viendra ensuite le temps du rapatriement en France des corps des 4 victimes de ce terrible accident.
Mesdames et messieurs, nous reformons ainsi cette édition d'information. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous informer sur Évasion Guinée. L'info, c'est aussi le www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à nos téléspectateurs du Sénégal.